Il existe une maison à Westeros dont presque personne ne parle. Elle ne frappe pas monnaie, ne bâtit pas de château d'or et ne brûle pas ses ennemis avec le feu de dragon. Pourtant, c'est cette même maison qui garde un secret dont tout dépendait. Qui siège sur le trône de fer si Jon Snow est en vie et même si la guerre des 5 rois s'est déroulée telle qu'on la connaît? Une petite maison vivant dans les marais avec un domaine impossible à trouver. Dirigée par un homme que George R.R. Martin a délibérément empêché d'être un personnage point de vue, parce qu'il en sait trop. Aujourd'hui, nous allons décortiquer exactement ce qu'il sait, et pourquoi c'est plus important que n'importe quelle armée sur le champ de bataille. Avant de parler des secrets des Reed, nous devons comprendre qui ils sont réellement. La plupart des spectateurs de la série connaissent très peu cette maison. Un garçon aux yeux verts mourant sur la route de la Corneille à 3 yeux et sa sœur avec un filet et une lance à grenouilles traînant Bran à travers la neige. Mais derrière ces 2 enfants se cache une histoire bien plus profonde que la plupart des maisons du Nord ne voudraient l'admettre. Les Reed règnent sur le Neck. Pour ceux qui ne se souviennent pas de leur géographie, le Neck est un isthme marécageux reliant le Nord au reste des 7 couronnes. C'est littéralement un goulot d'étranglement. La seule route terrestre passe par une chaussée défendue par Moat Cailin. Tout le reste n'est que tourbières, bourbiers, plantes vénéneuses, lézards-lions et des gens qui savent se battre d'une manière qu'aucune cavalerie lourde n'oserait jamais défier. Quiconque contrôle le Neck contrôle l'accès au nord. Et ce goulot d'étranglement est dirigé par une seule maison depuis des milliers d'années. Petite, pauvre, sans faste ni cérémonie, mais absolument indispensable. Les diables des marais, c'est ainsi qu'on appelle le peuple des Reed. Les Paludiers sont un peuple à part, de petite taille, silencieux et insulaire. Ils ne laissent aucun d'étranger en vie dans leurs marais sans permission. Ils n'invitent personne et ne quittent presque jamais le Neck. Leurs armes sont des filets, des couteaux de bronze, des lances à grenouilles, des boucliers de cuir et des flèches empoisonnées. Pas de chevaliers, pas de maîtres, pas de commandants en armure de plate, juste des gens qui connaissent chaque mètre carré de leur marais mieux que leur propre visage. On les appelle les mangeurs de grenouilles. On se moque d'eux, on ne les prend pas au sérieux, et c'est, soit dit en passant, leur plus grand avantage. Grisot, c'est le nom de leur château. Rien que cela vous indique que vous avez affaire à quelque chose d'inhabituel. Grisot n'est pas une forteresse sur une falaise. C'est une structure construite sur un chronog, un îlot artificiel flottant dans les marais. Il ne reste jamais au même endroit. Aucun corbeau ne peut jamais le trouver 2 fois au même endroit. Aucune armée ne l'a jamais capturé dans toute l'histoire. Les Fernets n'ont pas pu le trouver. Les Frey, qui ont passé des siècles à essayer d'étendre leurs terres vers le nord, n'ont pas réussi non plus. Un château qui se déplace ne laisse aucune trace et n'accepte pas les invités non conviés. Si vous y réfléchissez, c'est l'image parfaite pour des gardiens de secret, un lieu qui est, par définition, impossible à trouver sans invitation. Une archive flottante aux confins du Nord. Mais que garde-t-il exactement ? Cela ne devient clair que lorsque vous commencez à creuser correctement l'histoire de la maison. Parce que la surface cache quelque chose qui change irréversiblement toute votre perspective sur les événements de la saga principale. Et cette histoire ne commence pas avec Howland, ni avec la Tour de la Joie, ni avec la guerre des 5 rois. Elle commence avec les marais et les enfants de la forêt, à une époque dont presque personne à Westeros ne se souvient plus. Pour comprendre l'ADN de la maison Reed, il faut remonter très loin. Plus loin que la plupart des histoires du Nord. Avant les Stark et leur rôle de roi de l'hiver, avant Bran le bâtisseur et le mur, il existait quelque chose qui a disparu de la mémoire de presque tous les gens du Nord, sauf pour les diables des marais. Le monde de la glace et du feu nous dit qu'à l'âge de l'aube, alors que les enfants de la forêt habitaient encore Westeros et étaient en guerre contre les premiers hommes, quelque chose d'important s'est produit dans la région du Neck. Les enfants ont tenté l'un de leurs grands actes de magie. Ils voulaient briser le Neck en utilisant le marteau des eaux, un sort catastrophique qui avait déjà fonctionné une fois. C'est ainsi que les enfants ont séparé le bras de Dorne pour stopper l'invasion des premiers hommes venant de l'Est. Ils étaient prêts à inonder tout l'isthme juste pour arrêter les humains. Selon la légende, quelque chose a changé. Quelque chose a fait obstacle. Le Neck n'a pas été inondé.
Et c'est à cette époque que les paludiers se sont rapprochés des enfants plus que n'importe quel autre des premiers hommes. Alors que les autres humains abattaient les barrals et faisaient la guerre, les diables des marais étaient attirés par les habitants de la forêt, par leur savoir, par leur mémoire. Ce lien a défini tout ce qui a suivi. C'est pourquoi les diables des marais ont un sang différent du reste des gens du Nord. Le monde de la glace et du feu l'affirme clairement. Parmi les paludiers, il y en a qui possèdent le don des rêves verts. La préscience verte est la magie des enfants de la forêt. Les verts-voyants étaient leurs sages, leurs mages, leur lien vivant avec les arbres. Et ce petit peuple des marais possède aussi cette capacité. Maître Yandel, l'auteur officiel du monde de la glace et du feu, explique la petite taille des paludiers par une mauvaise alimentation, prétendant qu'il n'y a pas de céréales dans les marais. Mais dans le même souffle, il admet que certains pensent que la cause est le croisement avec les enfants de la forêt. Les maîtres n'aiment pas reconnaître la magie là où ils pensent qu'elle n'a pas sa place. Mais le fait demeure, les paludiers se souviennent de ce qui a été oublié à Winterfell. Et Jojen Reed, en arrivant à Winterfell, dit directement à Bran les secrets des anciens dieux, les vérités que les premiers hommes connaissaient, sont oubliés maintenant à Winterfell. Pas perdus partout, juste à Winterfell. Les diables des marais n'ont pas oublié. C'est le fil rouge de la maison à travers les millénaires. Silence et mémoire. Alors que le reste du Nord regarde vers l'avenir et oublie, les Reed gardent ce qui fut autrefois. Et ici surgit l'un des faits les plus importants concernant toute la maison. Howland Reed a passé un hiver entier sur l'île aux Faces. C'est un lieu sacré au centre du lac de l'Œil Divin, où, il y a des milliers d'années, les enfants de la forêt et les premiers hommes ont signé le pacte. L'île est couverte de barrals au visage sculpté, ceux-là même qui étaient censés témoigner du serment. Les hommes verts y vivent, un ordre secret de gardiens qui a survécu même à l'invasion Andal. Presque personne n'y arrive jamais. Personne n'est autorisé à entrer sans que l'île elle-même ne le choisisse. Howland fut l'une des rares personnes dans l'histoire de Westeros à y passer du temps et à en revenir. Qu'as-tu appris là-bas? Que lui ont dit là-bas? Martin ne répond pas à cette question, mais la question reste suspendue dans le texte comme une boucle ouverte que l'auteur n'a clairement pas oubliée. Donc, voilà l'architecture de la maison au tout début. Un peuple qui se souvient de ce que tout le monde a oublié. Un homme qui est allé là où personne d'autre ne va. Un château impossible à trouver. Et tout cela bien avant que Howland Reed ne se retrouve à la Tour de la Joie. Puis, vint l'an 281 après la conquête. Et tout ce qui s'était accumulé jusqu'alors a convergé en un seul point. Mais avant de passer à cette année-là, il vaut la peine de s'attarder un peu plus sur l'île aux Faces. Ce lieu est rarement mentionné dans la saga, mais chaque mention est chargée de sens. L'île aux Faces se trouve au centre de l'Œil Divin, dans le Conflent, au sud d'Arenal. C'est là, il y a des milliers d'années, que le pacte entre les premiers hommes et les enfants de la forêt fut signé, mettant fin à une longue guerre. En signe de serment, un visage fut sculpté dans chaque barral de l'île afin que les dieux soient témoins de la paix. Depuis lors, les hommes verts y vivent, un ordre gardant les arbres. Selon les vieilles légendes, ils portent des robes vertes et sont parfois décrits comme ayant des bois de serre et une peau vert sombre. Maître Yandel, dans Le Monde, est assez sceptique quant à leur existence, mais il admet lui-même « Les Andals, qui ont détruit les barrals à travers tout Westeros, n'ont jamais réussi à prendre l'île aux Faces. Quelque chose les a arrêtés. » Howland y a passé un hiver entier, peu avant le tournoi d'Arenhall. C'est un fait canonique décrit dans les livres. Le jeune diable des marais est allé sur l'île aux Faces et en est revenu. Il est la seule personne que nous connaissions à avoir fait cela à l'ère relativement moderne. Que s'est-il passé là-bas pendant l'hiver? Martin ne l'écrit pas. Mais juste après cela, Howland est allé au tournoi, le chevalier au rire arbre y est apparu avec un bouclier représentant un barral rieur. Puis une chaîne d'événements a commencé qui a changé le monde. Coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence avec Martin.
Cela ne signifie pas que les Hommes Verts dirigent l'histoire de Westeros comme des marionnettistes, mais cela signifie que Howland Reed est entré dans ce tournoi en tant qu'homme différent. Un homme qui avait passé un hiver dans un lieu où le sang des dieux s'était imprégné dans chaque arbre. Et quoi qu'il ait appris là-bas, ce savoir est resté avec lui pour le reste de sa vie, y compris cette nuit dans les montagnes rouges de Dorne. C'est après cet hiver sur l'île aux Faces que Howland Reed est allé au célèbre tournoi d'Harrenhal, l'année du faux printemps, comme on l'appelle. Le tournoi le plus célèbre de l'histoire de Westeros, car c'est ici que le prince Rhaegar Targaryen a placé la couronne de reine de l'amour et de la beauté, non pas sur la tête de sa femme, Elia Martell, mais sur celle de Lyanna Stark. Ce geste a déclenché une chaîne d'événements qui a abouti à la rébellion de Robert, à la chute de toute une dynastie et à la naissance du monde que nous connaissons à travers les livres et la série. Le petit diable des marais est arrivé au tournoi, un étranger parmi les étrangers. Les paludiers n'étaient pas respectés. Howland fut attaqué par 3 écuyers, plus âgés et plus grands que lui. Ils prirent ses armes, lui donnèrent des coups de pied et se moquèrent du mangeur de grenouilles des marais. Il fut sauvé par la jeune Lyanna Stark, qui les chassa avec une épée de tournoi en bois. Elle l'emmena auprès de ses frères, le nourrit, insista pour qu'il aille au festin parce qu'il était de noble naissance et avait autant le droit de s'asseoir sur le banc que n'importe qui d'autre. Cette nuit-là a tout changé. C'est là que Howland a rencontré Eddard Stark. Une amitié fut forgée entre eux qui dura toute la vie de Ned et survécut à sa mort. Et puis, lors de ce même tournoi, le chevalier à l'arbre rieur apparut. Un chevalier mystérieux, vêtu d'une armure dépareillée, entra dans la lice et défia les 3 chevaliers dont les écuyers avaient brutalisé le diableton des tourbières. Son bouclier portait le visage rieur d'un Baral. Il les vainquit tous les 3. Il exigea une rançon sous la forme d'un serment. Les chevaliers devaient punir leurs écuyers pour leur déshonneur. Puis il disparut. Le roi Aerys ordonna personnellement qu'on retrouve le chevalier. Le prince Rhaegar partit à sa recherche. Le chevalier ne fut jamais retrouvé. Son identité demeure, à ce jour, l'un des grands mystères de l'histoire de Westeros. Dans les livres, cette question reste ouverte. Myra raconte l'histoire en laissant entendre qu'il pourrait s'agir du diablotin des tourbières. Jogène ajoute prudemment « ou peut-être pas ». Bran, qui écoute, soupçonne fortement que le chevalier était en réalité Howland. Les arguments en faveur de cette version incluent les points suivants. Howland venait de passer l'hiver avec les Hommes Verts sur l'île aux Faces et aurait pu recevoir de l'aide ou des pouvoirs des anciens dieux. Il était plus petit que la moyenne, ce qui correspond à la description du chevalier. Le mobile de la vengeance était plus fort que celui de n'importe qui d'autre. Le bouclier au Baral suggérait un lien avec les dieux du Nord et les marécages. Mais il existe une autre version qui possède également des arguments solides. Le chevalier était Lyanna Stark, seule, sans Howland. On dit qu'elle était habile au maniement des armes. C'est elle qui a sauvé le diableton des tourbières. C'est elle qui l'a introduit dans le cercle des Stark. Sa voix aurait pu paraître plus grave sous un aume. Il n'y a pas de réponse et il n'y en aura peut-être jamais explicitement dans les livres. Mais il y a quelque chose de plus important. Ned Stark connaissait cette histoire et l'avait entendue plus d'une fois. Et pourtant, il ne l'a jamais racontée à ses enfants. Jojen et Myra sont étonnés que Bran ne l'ait pas entendue des centaines de fois, comme eux. Pourquoi Ned est-il resté silencieux ? Une raison possible, l'histoire du chevalier à l'arbre rieur est bien trop dangereuse, car elle est inextricablement liée à ce qui s'est passé ensuite. Rhaegar a couronné Lyanna reine de l'amour et de la beauté juste là, à ce tournoi même, immédiatement après l'apparition du mystérieux chevalier. Cela a déclenché la chaîne d'événements qui a mené à la rébellion de Robert. Si quelqu'un commençait à poser des questions sur le chevalier, ces questions mèneraient rapidement au secret que Ned a gardé au péril de sa vie. Et une seule autre personne connaissait ce secret, Howland Reed. La Tour de la Joie. Ce lieu occupe une place à part dans l'histoire de Westeros, tel un petit nœud qui relie presque tout entre eux. À la fin de la rébellion de Robert, alors que le roi fou était déjà mort et que Robert Baratheon s'était emparé du trône de fer, Eddard Stark mena une petite troupe vers le sud, dans les montagnes rouges de Dorne.
Là, devant une tour sans nom, se tenaient les 2 derniers chevaliers de la garde royale, Gerald Hightower et Arthur Dane, connus sous le nom d'Épée du matin. Le plus grand chevalier de son époque. Un homme qui, de l'aveu même de Ned, l'aurait tué sans l'intervention de Howland Reed. Avant d'aborder ce qui s'est passé lors de ce combat, il convient de noter que le contexte est essentiel pour comprendre le rôle de Howland. Ned revient sur ce souvenir encore et encore dans ses rêves tout au long du premier livre. Il voit ces hommes tomber, leurs visages usés par les années. Il appelle leurs noms. Parmi eux, Howland Reed, le petit paludier. Dans ses rêves, Ned dit à Bran qu'Arthur Dane l'aurait tué sans le petit paludier. Cet aveu a beaucoup de poids. Ned était un guerrier aguerri qui avait survécu à une guerre. Et pourtant, il dit clairement « Sans Howland, je serais mort ». Dans le combat de 7 contre 3, presque tout le monde est mort. Seuls 2 ont survécu, Ned Stark et le petit paludier. Et c'est Howland qui a sauvé Ned à la fin de l'escarmouche. Alors qu'Arthur Dane se tenait déjà au-dessus du seigneur de Winterfell vaincu, l'épée levée, Howland s'est relevé derrière le chevalier et l'a frappé. Ned a achevé son adversaire à terre. Puis, il a gravi les marches de la tour. Il y a un détail de la série télévisée qu'il faut aborder honnêtement. Dans la série, Bran voit cette scène à travers une vision, et là, Howland porte un coup et blesse Dane. Le garçon est surpris, il a toujours pensé que son père avait vaincu le grand chevalier à la loyale. Dans les livres, il n'y a pas une telle contradiction directe. Le Bran des livres sait que Howland a sauvé son père. Ned le lui a dit lui-même. C'est une divergence significative, car elle façonne l'image de Ned différemment. Le Ned des livres ne cachait pas qu'il avait été aidé. Le Ned de la série est devenu un personnage légèrement différent aux yeux du public. Nous savons ce qu'il a trouvé là-bas, sa sœur mourante, Lyanna, et son nouveau-né, un enfant que Ned a emmené au nord et qu'il a fait passer pour son propre bâtard, Jon Snow. Howland Reed se tenait à proximité. Il a vu Lyanna, il a vu l'enfant, il a entendu les derniers mots de la femme mourante. Ned n'a pas partagé ce secret avec sa femme. Il ne l'a partagé avec aucun de ses frères. Il n'a laissé aucune trace écrite. La seule personne vivante qui connaisse la vérité sur la filiation de Jon est Howland Reed. Après la mort de Ned dans le premier livre, il est devenu le seul au monde entier. Dans la série, cette scène a finalement été représentée, bien que sous forme de flashback. Les téléspectateurs ont vu un jeune Howland au moment de ce combat. Mais dans les livres, il n'est toujours pas apparu dans une seule scène en temps réel. Il n'existe que dans les souvenirs, dans les rêves de Bran à travers les barrals et dans les histoires racontées par ses enfants. Physiquement, il est absent de l'espace narratif. Martin a déclaré sans détour dans une interview « Howland ne sera pas un personnage point de vue parce qu'il en sait trop. Ce n'est pas juste un caprice d'auteur, c'est une décision structurelle consciente. Si nous avions un chapitre de son point de vue, nous saurions immédiatement tout. Tout le mystère autour de Jon s'effondrerait dès les premiers paragraphes. Cela signifie que Howland détient des informations qui restent à la fois importantes et dangereuses. Il n'apparaît en personne dans aucun livre, bien que son nom soit mentionné à maintes reprises. Ses enfants viennent trouver Bran. Robb Stark lui a envoyé des messagers. Les paludiers sous son commandement ont combattu à la chaussée du Neck. Mais Howland lui-même reste invisible. Il réside à Grisaux, dans un château introuvable, et garde le silence. Ce silence est en soi le fait le plus important concernant la maison Reed. Ils gardent des secrets non pas parce qu'ils aiment être mystérieux, ils les gardent parce qu'ils comprennent le prix d'un mot, et plus encore le prix du silence. Maintenant, à propos des enfants de Howland, Myra et Jojen Reed arrivent à Winterfell au début du 2e livre pour la fête des moissons. Ils sont envoyés par leur père. C'est la première chose importante à comprendre. Ils ne sont pas venus de leur propre initiative. Howland les a envoyés parce que Jojen avait rêvé d'un loup ailé enchaîné et d'une corneille à 3 yeux au-delà du mur. Les enfants sont là pour accomplir une mission qui leur a été assignée par leur père après qu'il a eu connaissance de ses rêves. La maison Reed agit comme une entité unique. Il n'y a pas d'initiative individuelle ici. Chaque pas est coordonné avec celui qui siège en silence dans un château flottant et qui voit plus loin que les autres.
Et ce seul fait en dit long sur Howland. Lorsque son fils lui a parlé de ses rêves, son père ne l'a pas balayé d'un revers de main. Il n'a pas dit « Tu es trop jeune, ce ne sont que des rêves, va dormir ». Il a pris cela au sérieux. Parce qu'il sait lui-même ce que valent les visions dans ce monde. Un homme qui a passé un hiver sur l'île aux Faces sait distinguer un véritable avertissement d'une image aléatoire dans sa tête. Et quand son fils a dit « J'ai vu un loup ailé enchaîné », son père a compris. Il était temps d'agir. Jojen, un garçon qui frappe tous ceux qu'il rencontre comme quelqu'un de plus âgé que son âge. Calme, sérieux, avec des yeux verts profonds de la couleur de la mousse sur une pierre de forêt. Il possède la vervoyance, le don des rêves prophétiques. Il n'a pas appris cela et il n'a pas été instruit par un maître avec la chaîne appropriée. Il a simplement failli mourir de la fièvre des marais étant enfant et à ce moment-là, la corneille à 3 yeux lui est apparue. La même corneille qui est apparue dans les rêves de Bran. La même entité qui finit par s'avérer être Freux Sanglant au-delà du mur, le dernier des bâtards Targaryens qui est fusionné avec un arbre depuis 3 siècles. Jojen connaît le jour de sa mort. Il le dit ouvertement. Les rêves verts ne mentent pas. Ce n'est pas une pose ou une métaphore. Il a vraiment vu sa fin et l'a acceptée. C'est précisément cette connaissance qui rend son comportement dans les livres si pesant. Il accomplit sa mission non pas parce qu'il croit en la victoire, mais parce qu'elle doit être accomplie. Il ressemble à un homme suivant un chemin prédestiné qui ne voit aucun intérêt à faire demi-tour. Et après que Bran se retrouve dans la grotte de Freux Sanglant et commence son entraînement, Jojen se retrouve dans une impasse. Son objectif a été atteint. Que se passe-t-il ensuite ? C'est là que le livre et la série divergent fondamentalement. Dans la série, Jojen meurt lors de l'attaque des spectres sur la grotte. Il est blessé et Meera l'achève elle-même pour abréger ses souffrances. C'est une mort télévisuelle compréhensible, claire et définitive. Dans les livres, il atteint la grotte vivant. Et puis, il commence à s'effacer. Il erre seul dans les tunnels sombres. Il fixe les profondeurs de la forêt pendant des heures. Meera dit à Bran, Jojen veut rentrer chez lui. Il sait ce qui l'attend là-bas et il ne veut pas lutter contre cela. Et puis, on donne à Bran une pâte rouge faite de baral, qui lui donne accès à un nouveau niveau de vision. La pâte est décrite comme quelque chose de sombre, ressemblant à du sang. Et Jojen a disparu. Personne ne dit directement ce qui s'est passé. C'est là qu'apparaît l'une des théories les plus sombres de la communauté des fans, la pâte à Jojen. Selon cette théorie, le garçon a été sacrifié afin que son sang et ses capacités soient transmises à Bran par consommation rituelle. Les enfants de la forêt avaient besoin d'un vervoyant puissant. Jojen avait terminé son travail. Son existence ultérieure est devenue un matériau pour la magie. C'est une théorie, pas un canon. Martin ne l'a ni confirmé ni démenti. Mais la façon dont ces chapitres sont écrits ne laisse aucune place aux explications rassurantes. Ce qui plaide en faveur de cette théorie. La pâte est décrite précisément comme un liquide rouge sombre rappelant le sang. Jojen disparaît au moment exact où elle apparaît. Il connaissait lui-même sa fin. Accepter la mort comme une mission prend un tout autre sens sous cet angle. Les enfants de la forêt utilisent la magie du sang. C'est un fait connu par d'autres sources dans la même saga. Ce qui joue contre elle. Tout cela ne constitue que des preuves circonstancielles, pas une indication directe. Martin aurait pu simplement laisser le sort de Jojen ambigu pour maintenir la tension dans le récit. Le Jojen des livres est plus effrayant et plus profond que celui de la série. Son histoire ne tourne pas autour d'un sacrifice héroïque au combat. Il s'agit de l'acceptation tranquille d'une fin que l'on connaît déjà. C'est un courage particulier que les paludiers, semble-t-il, comprennent mieux que les autres. Le courage non pas du coup d'épée, mais du savoir patient. Meera est également différente dans les livres. Elle est plus âgée que le personnage de la série. Une chasseuse expérimentée, une guerrière, une personne qui sait survivre dans des conditions où un chevalier de la ville mourrait au bout de 3 jours. Elle manie le filet et le trident parce que Howland lui a appris lui-même. Pas un maître, pas un commandant, son père. Dans un pays où l'on apprend aux femmes la couture plutôt que la chasse, c'est un détail qui en dit long sur la façon dont la maison Reed élève ses enfants. Meera porte l'héritage le plus pratique de sa maison, la capacité de survivre là où les autres se noient, littéralement et métaphoriquement. C'est elle qui a mené Bran jusqu'à son but.
Non pas parce qu'elle était la protectrice la plus puissante, mais parce que les paludiers savent comment se déplacer dans des espaces qui tuent tous les autres, que ce soit un marais ou le monde au-delà du mur. En même temps, Mira porte autre chose. Elle est la seule des enfants de Howland à avoir survécu et à être revenue dans le monde des hommes. Jojen est restée au-delà du mur pour toujours, d'une manière ou d'une autre. Hodor est mort, Mira est revenue, et en elle vit tout ce qu'elle a vu et enduré, la mort de son frère, le long voyage et la connaissance de ce que Bran est devenu. C'est un lourd fardeau. Dans la série, ses adieux à Bran ressemblent à ceux adressés à une personne devenue non humaine. Bran ne l'a pas remerciée en tant qu'être humain. C'était comme s'il regardait à travers elle. Dans les livres, son histoire est toujours en cours, et ce qui arrivera ensuite pourrait s'avérer plus important qu'il n'y paraît. Car Mira, contrairement à son père, a déjà quitté les marais. Elle a connu le grand monde. Elle a vu la guerre. Elle a vu les marcheurs blancs. Elle a vu ce que Feu Sanglant fait subir à Bran. Elle porte ce savoir. Et si Howland émerge un jour de Grisot pour parler, Mira sait déjà quoi lui dire sur ce qui est arrivé à son fils. Et c'est peut-être la chose la plus difficile qu'elle aura jamais à faire. Maintenant, examinons ce qui rend la maison Reed stratégiquement vitale, non seulement à l'échelle d'une seule guerre, mais à celle de la saga tout entière. Tout au long de la guerre des Cinq-Rois, nous ne voyons que meurtre, trahison et destruction. Et au cœur de ce qui se déroule réside le mensonge sur Jon Snow. Robert Baratheon détestait les Targaryens si viscéralement qu'aucun enfant ayant du sang targaryen n'aurait survécu une journée. Ned n'a pas caché Jon par goût de la tromperie, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Mais à partir du moment où Robert est mort et que Jon s'est retrouvé au mur, la situation a commencé à changer. Le secret restait nécessaire, il restait dangereux, surtout avec Cersei dans les parages, prête à détruire tout prétendant potentiel. Si Howland Reed était sorti de son château mouvant pour déclarer la vérité, l'équilibre des pouvoirs aurait basculé instantanément. En tant que fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen, Jon est simultanément l'héritier de deux des plus grandes maisons de Westeros. Sa prétention au trône supplante celle de Daenerys par lignée directe. Sa filiation fait de lui un prétendant qu'on ne peut ignorer facilement. Ce savoir est l'arme nucléaire que Howland garde cachée dans les marais du Col. Et c'est précisément pourquoi, dans un monde où l'information tue, le silence des Reed est plus précieux que n'importe quelle armée. Voyez les choses sous un autre angle. Roose Bolton, le nouveau gardien du Nord après les Noces pourpres, est terrifié par les paludiers. Il traverse le col dans un carrosse avec un saucy, craignant une embuscade. Un homme qui ne fait confiance qu'aux calculs froids et rigoureux n'essaie pas de les recruter ou de les anéantir. Il essaie simplement d'éviter d'être à leur portée. Cela en dit long. Une maison sans chevalier ni rempart force l'un des joueurs politiques les plus intelligents du Nord à changer ses itinéraires. Il vaut la peine de dresser un parallèle. Il existe d'autres gardiens du savoir dans la saga. La Citadelle, avec ses maîtres, les 100 visages à Braavos, Feu Sanglant au-delà du mur. Ils détiennent tous un savoir, mais chacun à sa manière. Les maîtres systématisent et contrôlent l'accès. Les 100 visages traitent la mort comme une technologie. Feu Sanglant préserve le passé à travers les arbres. Les Reed le préservent différemment. Non pas dans la pierre ou les arbres, mais dans la mémoire vivante d'un homme qui était personnellement présent lorsque les événements cruciaux ont eu lieu. Et cela rend leur savoir fondamentalement différent. La pierre peut être détruite, les arbres peuvent être abattus, mais tant que Howland est en vie, la vérité est vivante. Car le col appartient aux Reed, et si les Reed décident que quelqu'un ne passera pas, il ne passera pas. Les paludiers se souviennent des enfants de la forêt. Ce n'est pas une métaphore ou une notion romantique, c'est une déclaration littérale sur la nature de leur magie et de leur mémoire. Alors que le Nord a oublié l'essence des anciens dieux et les a transformés en simples rituels, les paludiers ont gardé quelque chose de vivant. Jogen possédait le don de prescience, non pas parce qu'il l'a étudié, mais parce qu'il est né avec. Après avoir failli mourir enfant, il a été visité par la corneille à 3 yeux. La même corneille qui est apparue dans les rêves de Bran. Celle-là même qui s'avère être Feu Sanglant au-delà du mur.
Cela implique ce qui suit. Freux Sanglant connaissait Jogen bien avant qu'il n'atteigne la grotte. Que Jogen faisait partie du plan. Envoyer les enfants vers Bran, éveiller ses capacités et le guider dans la bonne direction. Holland Reed, ayant passé un hiver avec les Hommes Verts sur l'île aux Faces, pourrait avoir reçu des instructions à l'époque, ou du moins une compréhension de ce qui devait arriver. Que son fils portait la graine de la prescience et, au moment opportun, devait aller là où il était nécessaire. C'est une interprétation de fan, une théorie dans sa forme la plus pure. Martin n'a pas exposé ces connexions explicitement dans le texte. Mais l'architecture de la saga suggère une telle structure avec assez de persistance pour qu'elle ne puisse être totalement ignorée. Et il y a un autre fait que beaucoup négligent. Le serment que Mira et Jojen prêtent lorsqu'ils rencontrent Bran est différent du serment de vassalité nordien standard. Le serment standard mentionne les anciens dieux ou les Seth. Le serment des Reed dit ceci: « Nous jurons sur la glace et le feu ». La glace et le feu, les deux mots qui composent le titre de la série entière. Une petite maison de marais qui n'a jamais cherché le pouvoir prononce ce serment spécifique. Martin ne fait pas de détails accidentels. C'est soit un clin d'œil délibéré à la nature de toute l'histoire, soit un indice que les paludiers comprennent l'essence de ce qui se passe bien mieux que n'importe quel autre joueur dans ce jeu. Si vous considérez la maison Reed non pas comme une petite maison vassale sans ambition, mais comme ce qu'elle est réellement, tout prend sa place. Un dépositaire de la mémoire, un pont entre le monde des dieux vivants et un monde qui les a oubliés. Un point stratégique sans lequel le Nord est exposé par le Sud, et le seul témoin vivant du secret qui a changé l'histoire. Chacun de ces éléments est important en soi. Ensemble, ils font des Reed l'une des maisons les plus significatives de la saga, bien qu'ils ne soient ni vus ni entendus. Dans l'univers de Martin, beaucoup de maisons luttent pour le pouvoir. Les Lannister, les Targaryens, les Baratheon, les Tyrell. Ils jouent tous au jeu des trônes. Les Reed n'y jouent pas. Leur jeu est différent. Non pas qui siégera sur le trône, mais qui survivra quand le jeu sera fini et que l'hiver viendra. Ensemble, ils font des Reed l'une des maisons les plus significatives de la saga, bien qu'ils ne soient ni vus ni entendus. Dans l'univers de Martin, beaucoup de maisons luttent pour le pouvoir. Les Lannister, les Targaryens, les Baratheon, les Tyrell. Ils jouent tous au jeu des trônes. Les Reed n'y jouent pas. Leur jeu est différent. Non pas qui siégera sur le trône, mais qui survivra quand le jeu sera fini et que l'hiver viendra. Le fil rouge de la maison Reed traverse toute leur histoire. Le silence comme arme. Non pas le silence de la lâcheté ou de l'indifférence. Le silence comme choix conscient de gens qui comprennent que ce qu'ils gardent est plus important que n'importe quelle victoire éphémère. Howland aurait pu sortir à tout moment après la mort de Ned et déclarer la vérité. Cela aurait changé la guerre. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il savait que le moment de l'annonce compte tout autant que l'annonce elle-même. Et parce que les paludiers vivent selon une horloge différente de celle des rois et des seigneurs qui sont toujours si pressés. Leurs châteaux flottent, leurs ancêtres se souviennent de ce que les autres t'ont oublié, leurs enfants voient l'avenir. Leur seigneur connaît un secret qui bouleverse tout. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est une maison construite pour préserver, pour endurer, et pour savoir que la vérité ne disparaît pas, elle attend seulement son heure. Il existe une théorie qui existe parmi les fans des livres depuis longtemps. Howland apparaîtra encore dans les romans inachevés, qu'il sera celui qui dira enfin à Jon ou à quelqu'un d'autre toute la vérité sur la Tour de la Joie, que le château flottant de Grisot finira par être trouvé parce qu'il se laissera trouver. C'est une théorie, mais elle est basée sur une solide compréhension de la façon dont Martin construit ses intrigues. Rien n'est aléatoire, chaque détail fonctionne et un personnage que l'auteur cache consciemment derrière l'horizon apparaît au moment le plus critique. Et pensez à ceci, tout au long de la saga principale, Howland n'est allé nulle part. Il est assis à Grisot à attendre. La guerre des 5 rois fait rage, les noces pourpres ont lieu, les Bolton s'emparent du nord. Et il reste silencieux. Parce que sa place n'est pas dans cette guerre, sa guerre est différente. Et quand son moment viendra, il émergera des marais comme il l'a toujours fait, de manière inattendue et décisive. Pour résumer, au début de cette analyse, j'ai dit que la maison Reed gardait un secret dont tout dépendait. Maintenant, vous voyez à quel point c'est littéral. Pas un seul secret,
Plusieurs. L'histoire du chevalier au chevalier rieur que Ned n'a jamais osé raconter à ses enfants. La nuit sur l'île aux Faces que Howland n'a jamais partagée avec personne, peut-être à l'exception de ses propres enfants. La tour de la joie et l'enfant de Lyanna. Les Paludiers n'ont pas seulement aidé les Stark, ils ont préservé la possibilité même que l'histoire du Nord, au bout du compte, ne se résume pas à une énième guerre pour le trône. Pensez-y sous cet angle. Quand Ned est mort sur le billot à Port-Réal, la possibilité que la vérité sur Jon soit prononcée par ses lèvres est morte avec lui. Tout ce que Ned portait en lui est parti avec lui, sauf une chose. À Grisot, dans un château introuvable, se trouvait un homme qui savait. C'est, si vous y réfléchissez, le fait le plus important concernant la maison Reed. Ils survivent aux catastrophes parce qu'ils ne sont pas là où elles se produisent. Ils survivent parce qu'ils savent attendre. Et la vérité qu'ils gardent survit avec eux. Tandis que les grandes maisons s'entretuent, les Paludiers montent la garde sur les secrets qui déterminent si cette guerre a le moindre sens. Tandis que le Nord oublie ses dieux et les réduit à un simple décor, les Paludiers se souviennent que quelque chose de vivant se cache derrière ces visages de bois. Tandis que les chevaliers bâtissent leur réputation sur le champ de bataille, Howland Reed siège dans un château introuvable, protégeant quelque chose de bien plus important qu'une simple réputation. Une petite maison des Marais sans devise, sans prétention au trône, sans chevalier et sans or. Un château introuvable, des enfants aux yeux verts et un secret capable de bouleverser Westeros. C'est pourquoi la maison Reed est l'une des plus sous-estimées et des plus importantes de toute la saga. Parce que dans un monde où tout le monde crie, les informations les plus cruciales sont détenues par ceux qui restent silencieux. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Howland Reed apparaîtra dans les derniers livres? Et quand il prendra enfin la parole, que dira-t-il exactement? Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine analyse.